Bonjour. En ce dernier jour de l'année, je voudrais rester dans le domaine des contes, puisque nous sommes dans cette période des fêtes entre Noël et le jour de l'an. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire deux petits contes que j'aime mettre en regard l'un de l'autre, qui sont tous les deux des contes nordiques. L'un qui est un conte norvégien et l'autre qui est un conte sami. Et tous les deux mettent en scène, dans le conte norvégien, le personnage du troll, et dans le conte sami, le personnage du stallo. Et le troll, comme le stallo, sont des personnages du folklore nordique qui ont tous deux subi des transformations au fil du temps et au fil des pouvoirs politiques et religieux. Ce que je trouve très intéressant, c'est de voir justement comment, à ces époques-là, c'est-à-dire, je parle des époques qui remontent depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle, en l'occurrence ici, les textes que je vais vous présenter datent pour le premier de 1841 et pour le second des années 1890. Donc c'est cette période du XIXe siècle, deuxième moitié du XIXe siècle, où les contes populaires vont être écrits. De l'oralité, il passe à une structure écrite qui traversera maintenant les siècles, mais auparavant, tout cela était oralisé. Et ces contes, pour une population illettrée, ont été les vecteurs notamment d'idéologie, et d'idéologie religieuse notamment. Et on va constater au fil de l'histoire que lorsque l'Église catholique dans un premier temps, puis protestante dans un second temps dans le nord scandinave, lorsque l'Église s'installe dans les pays nordiques, elle va devoir affronter des croyances très différentes des leurs, des croyances qui sont des croyances païennes et animistes pour les Samis, païennes avec un panthéon de dieux assez proche de celui du panthéon des dieux grecs pour ce qui est de la culture viking. Et dans ces deux panthéons, le panthéon animiste du Grand Nord et le panthéon païen du sud de la Scandinavie, eh bien, on trouve le personnage, l'incarnation de la nature sauvage, la nature brute, la nature dangereuse, la nature également fascinante, parce que de cette nature vient la vie. Certes, on y est soumis, parce qu'on est dans des sociétés qui sont extrêmement vulnérables. On y est soumis, mais on est aussi issu d'elle. Et donc, dans ces temps anciens, la relation, ces temps pré-chrétiens, je dirais, la relation de l'homme à ce qu'on appelle aujourd'hui la nature est une relation très complexe, qui est faite à la fois de terreur, de révérence, de fascination, et aussi d'utilisation, évidemment, puisque c'est par elle qu'on mange. Donc on la domestique, mais elle n'est pas complètement domesticable. Et donc toute cette complexité de cette nature, on va la retrouver dans les personnages qu'il incarne. Et les personnages qu'il incarne, dans la période pré-chrétienne de la Scandinavie viking, eh bien, ce sont les trolls. Alors, les trolls qui portent aussi d'autres noms, comme Jutul. Mais troll, c'est intéressant parce que le mot lui-même, troll, signifie sorcellerie. Et à la base, les trolls sont les géants que l'on trouve dans la mythologie nordique. Et ce sont des êtres qui sont extrêmement puissants, aussi bien physiquement, évidemment, ils ont toujours été très forts physiquement, mais aussi qui ont des dons de magie qui leur donnent une puissance parfois même supérieure à celle des dieux. Et dans les textes mythologiques, il y a une forme de parité entre nature et culture. La culture incarnée par les dieux, la nature incarnée par ces géants, ces trolls. On a deux familles de dieux dans la mythologie nordique, la famille des Os, qui est la famille des dieux du pouvoir, des dieux de la puissance, de l'ordre, et les Vannes, qui sont les dieux de la fertilité et de la fécondité. Et dans cette deuxième famille, des dieux de la fertilité et de la fécondité, eh bien, on n'hésite pas à s'unir à ces géants, à ces trolls, à se marier, à avoir des enfants. Par exemple, le dieu de l'amour et la déesse de l'amour, Freyr et Freyja,
sont tous deux les enfants du dieu de la mer, Njord, enfant qu'il a eu avec Gerda, une géante. C'est-à-dire vraiment une mixité entre la nature et la culture. Et de l'autre côté, on a le monde de la nature pure, qui pourrait symboliquement être la volonté de puissance et de domination de l'esprit de l'homme sur son environnement, qui sont incarnés par des dieux comme Thor, comme Odin, comme Frigg, la déesse du mariage. Vous voyez, c'est intéressant, on a une déesse du mariage et on a une déesse de l'amour. Ça signifie que ce n'est pas du tout la même chose. Le mariage est un acte politique, l'amour est un acte émotionnel, un acte de nature, naturel. Donc, il y a dans ce monde-là, de la mythologie nordique, une place très importante qui est laissée aux êtres de la nature, que sont ces géants, que sont ces trolls. Pour vous donner un exemple, les magnifiques palais du royaume des dieux, Osgard, ont été fabriqués par les géants, parce que les dieux n'ont pas cette capacité de faire de l'architecture. Donc je vous parle de ça pour vous montrer que ce personnage du géant et du troll, avant l'arrivée du christianisme, c'est un être qui est doué d'immenses qualités. Même si, par ailleurs, il peut être totalement effrayant. Il peut être dévorant, comme l'est la nature. On va retrouver un petit peu la même chose dans l'animisme des Samis. Les Samis, eux, dans un premier temps, avaient plutôt des cultes liés à la nature. Et puis, progressivement, d'ailleurs, au contact des Vikings qui sont montés faire du commerce de poissons, notamment dans le Grand Nord, il y a eu des mélanges culturels, des transferts, des passages d'une culture à l'autre. Et on va trouver des formes d'incarnation petit à petit anthropomorphes qui sont, pense-t-on, issus du contact avec la population viking. L'anthropomorphisme était probablement pas si présent que ça dans les tout premiers temps de l'animisme des Samis, mais on n'a pas de traces de tout ça. C'est plutôt des spéculations. Parmi ces personnages, il y a le Stallo. Et le Stallo, c'est à peu près l'équivalent du troll chez les Scandinaves. Le Stallo est un être de nature, et c'est un être alors très complexe, parce qu'il y a beaucoup de traditions autour de lui. Il est très très ancien. Ça peut être un être extrêmement sombre, un être d'une puissance, encore une fois, dévorante. On le qualifie d'anthropophage dans certains récits. C'est aussi un être que les Noaidi, donc les chamans, peuvent employer, les sorciers, peuvent employer contre des personnes sur qui ils veulent les lancer, mais des êtres qui peuvent aussi se retourner contre leurs commanditaires. Et là, on retrouve une fonction qui est une sorte de fonction créatrice du Noaidi, du sorcier, qui ne maîtrise pas forcément ce qu'il fait naître. Et on retrouve ça aussi chez les Inuits avec les Tupilak, qui sont des êtres justement faits de tourbes, de racines, et que l'on peut, de pierres, que l'on peut envoyer tuer un ennemi, mais s'il manque sa cible, il se retourne contre le commanditaire. Donc un être aussi qui est porteur d'un très grand danger, le danger de cette nature sauvage dans laquelle on est immergé, mais qui est aussi porteur d'une puissance magique. Et progressivement, cet être, le Stallo, comme cet autre être, le troll, va être soumis à des transformations sémantiques impulsées par l'Église catholique, puis protestante, pour transformer les mentalités des populations. Parce que donc la Scandinavie, elle est christianisée très tardivement. Les royaumes scandinaves sont globalement, politiquement christianisés en l'an 1000, pas avant. Avant, ce sont des tentatives, mais qui ne sont pas définitives. Par contre, pour ce qui est de la Laponie, donc 1000 à 1500 km au nord des régions où se sont forgés les royaumes scandinaves, là, il faudra attendre le 19e siècle. Et un pasteur mi-sami, donc mi-païen, venant d'une famille dans laquelle sa mère était païenne et son père était pasteur,
Donc c'est un mélange de ces deux cultures. Cet homme qui deviendra pasteur, l'Arche Lévi de Lastadius, convertira à la fin du XIXe siècle, dans les années 1870, la population sami dans son ensemble. Il va y avoir un énorme élan de christianisation et c'est très très volontiers, et même avec un certain beaucoup de dévotion, que les samis vont abandonner leurs anciens cultes pour se soumettre à la nouvelle religion. On pourrait en reparler sur une autre vidéo des raisons pour lesquelles ça s'est fait de cette façon-là, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant ce Larche Lévi Lastadius, la christianisation des peuples samis, elle ne fonctionnait pas. C'était une conversion de surface, de façade, et ces gens continuaient leur culte par ailleurs. Et d'ailleurs, au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, et principalement XVIIe, XVIIIe siècle, les pasteurs protestants et la police protestante a été extrêmement violente avec cette culture. On brûlait les tambours chamaniques, on tuait les chamans, les Noaidi, et il y avait vraiment une volonté d'extirper cette religion païenne. Donc, pourquoi je fais tout ce détour-là ? En fait, parce que justement, je voulais en revenir à ces deux contes que je vais vous raconter. Progressivement, l'Église, quand elle vient prendre possession politiquement de ces royaumes, elle se rend assez vite compte qu'il va falloir convertir les esprits après avoir converti les corps. Et qu'une conversion de surface ne restera jamais qu'une conversion de surface s'il n'y a pas un substrat qui est alimenté. Et ce substrat, ça va être toutes les vieilles croyances, tout le vieux socle de représentation du monde de ces populations, qu'on va essayer non pas de transformer, en disant tout ça n'existe pas, mais ce que fera l'Église, c'est qu'elle va prendre ces personnages-là et les adapter à son récit qui est le récit de la Trinité, avec la vision du monde qui est l'enfer, le paradis et au milieu la terre. Une vision du monde qui n'était absolument pas prévalente dans les religions pré-chrétiennes en Scandinavie. Le bien et le mal n'existaient pas. Il y avait l'ordre et le désordre chez les Vikings. Chez les Samis, c'était tout à fait autre chose, qui était plutôt de l'ordre du rapport, de l'efficience, de l'efficacité dans la vie, mais le bien et le mal sont des notions apportées par la chrétienté. Et la chrétienté va apporter la notion de bien et de mal, et elle va apporter aussi cette notion qu'il n'y avait pas du tout auparavant chez ces peuples, et d'autant plus chez les peuples samis, qui est cette espèce de division brutale entre nature et culture. C'est-à-dire que dans cette nouvelle religion qui arrive, le monde terrestre est un monde dans lequel on doit expier une faute originelle pour, si l'on se comporte avec vertu, parvenir à retrouver au-delà de la vie, dans la mort, le paradis et donc le monde originel dont on vient. Ce qui fait donc de tout ce qui est terrestre quelque chose de bas, quelque chose qui vous attire vers le diable, vers ce qu'il y a de mauvais en vous. Et donc, ce qu'il y a sur Terre, c'est quoi ? C'est la nature, c'est l'animalité. Et donc, on va voir ces êtres de nature que sont le troll chez les anciennes cultures vikings et le stallo chez les samis, on va les voir petit à petit prendre des particularités liées à cette représentation du monde des chrétiens. Alors, ça va devenir des grands personnages maladroits, inintelligents, stupides, brutaux, et ils seront les antagonistes de récits populaires qui vont se transmettre de génération en génération, dans lesquels seront mis en valeur l'intelligence et la ruse du petit humain face à cette brutalité de la nature. Donc c'est à la fois un ensemble de récits qui sont des récits à la fois initiatiques, mais aussi des sortes de leçons de vie sur le courage, sur la nécessité d'être malin, d'être rusé pour pouvoir réussir ce que l'on fait. Et puis derrière tout ça, eh bien, il y a un discours politique et religieux qui vise à transformer le rapport de ces peuples à leur environnement pour que ce rapport-là entre
dans le schéma chrétien. Et ça, moi, je trouve ça tout à fait passionnant. Et donc voilà, cette introduction a été un petit peu longue, mais c'était pour en venir justement à ces deux contes. Donc le premier qui a été écrit, donc, écrit et publié pour la première fois en 1841, qui est l'œuvre de Jørgen Moe et Asbjørnsen, qui sont les deux personnes, c'est l'équivalent des frères Grimm en Norvège. Vous voyez, ils ont sillonné la région du Gudbrandsdalen, qui est une région centrale de la Norvège. Les raisons pour lesquelles ils ont fait ça sont politiques, on pourra en parler aussi dans une autre vidéo, ce n'est pas le lieu aujourd'hui, mais ils ont collecté la plupart, enfin, autant de récits qu'ils le pouvaient, de ces traditions populaires qui étaient un peu vouées à disparaître puisque personne ne les avait écrites. Donc, ce conte s'appelle Askeladden et le pari contre le troll. C'est encore aujourd'hui l'un des contes les plus populaires en Norvège. C'est aussi populaire en Norvège que le Petit Poucet peut l'être chez nous. Et donc là, c'est une version française qui est parue chez Nats Éditions. C'est moi qui ai fait la version, les illustrations sont de Godot. Donc c'est une édition bilingue franco-allemande parce que les éditions Nats Éditions, elles sont basées en Allemagne et donc dans certaines écoles allemandes primaires, on travaille avec ce livre pour les classes bilingues. Je trouve ça super, vraiment c'est très très sympa ce côté-là. Il y a aussi une version audio que j'ai enregistré avec Godot, qui est l'illustrateur, mais qui est aussi musicien, et qui a fait un habillage musical sur le conte que je raconte. Donc, comme je vais vous le lire là, mais avec le CD, il faut contacter directement les éditions Nats Éditions. Vous ne le trouverez pas en librairie. C'est ce qu'ils appellent un collector. Ils le font sur print on demand. Donc, vous les contactez et vous le trouverez. Donc, le premier, c'est ce conte Askeladden et le pari contre le troll, qui est un conte donc de Norvège centrale, dans lequel le troll qui est mis en scène, c'est le troll qui est l'arrière-petit-fils des géants de la mythologie nordique. Et l'autre conte, qui s'intitule Stallo et Kauras, celui-là est un conte qui a été écrit, lui, dans les années 1890, donc à peu près 50 ans plus tard, par Per August Lindholm, qui lui était un Suédois vivant à Luleå, qui est une ville tout à fait au nord, à l'extrémité du golfe de Bothnie, vous voyez, en Suède. Il y a à peu près 1200 km qui séparent ces deux régions, la région du Gudbrandsdalen, d'où vient le conte Askeladden, et la région de Luleå, d'où vient le conte de Stallo et Kauras. Ce Per Lindholm, lui c'est un Suédois, et donc c'est quelqu'un qui va transcrire un certain nombre de contes qu'il a été collectés, et on va voir, en découvrant ce conte, qu'en fait, la personnalité du Stallo est extrêmement proche de celle d'Askeladden, et au regard de ce que j'ai un petit peu expliqué précédemment, on voit tout ce travail de reformulation que l'on doit à l'Église et qui va donc mettre une cinquantaine d'années à circuler, parce que 1200 km à franchir au XIXe siècle, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de voiture, il n'y a surtout pas de train à cette époque-là, là-haut. Donc tout ça se fait à cheval, en charrette, à pied, c'est très très long de monter là-haut. Donc les échanges se font, l'interculturalité est omniprésente, c'est d'ailleurs souvent assez difficile de démêler les apports des uns et des autres dans ces deux cultures, qui sont à la fois tellement radicalement opposées, radicalement différentes, mais tout en s'interpénétrant. Et donc ces deux contes en sont l'illustration, je trouve. Donc vous verrez, les similitudes sont flagrantes. Askeladden et le pari contre le troll. En ce dernier jour de l'an 2020, il y a très longtemps, à la lisière d'une forêt, vivait un couple qui avait 3 enfants. L'aîné et le cadet étaient des bons à rien, et le dernier, nommé Askeladden, était encore trop jeune pour qu'on sache ce qu'il deviendrait. Le père était bûcheron. Un soir au dîner, il dit à ses fils: « Je suis trop vieux pour continuer ce dur métier. Mes jambes sont fatiguées, mes épaules aspirent au repos. Pour vous qui êtes jeune et plein de santé, le temps est venu de me remplacer. Demain, c'est toi, dit-il à l'aîné qui ira couper du bois. »
Ben non, répondit celui-ci, c'est que ça m'arrange pas, mes amis m'attendent au village, justement, demain, pour aller chasser. Dans ce cas, répondit le père avec colère, va donc chasser, et tant que tu y es, débusque-toi un toit et un dîner, car à ton retour, la porte sera fermée. Le jeune homme maugréa, mais le lendemain, il partit couper du bois. Le champ du coq était passé depuis longtemps quand il se mit en route, et il prit soin de n'emporter que la plus petite hache qu'il put trouver. Après avoir un peu marché, il s'arrêta devant un maigre sapin et se dit « celui-là fera bien l'affaire ». Il posa son sac, souleva sa hache. Mais au moment où il s'apprêtait à cogner, la tête d'un énorme troll surgit d'entre les troncs de la forêt et le regarda fixement avec des yeux comme des soucoupes. « Qui es-tu, toi, qui ose t'aventurer dans ma forêt ?» hurla le troll. « Si tu touches un de mes arbres, je te tue, je te découpe, je te fais bouillir et je te dévore. File et que je ne te revoie jamais. » Le fils aîné prit ses jambes à son cou et se sauva jusqu'à la maison où il jura de ne plus jamais remettre les pieds dans la forêt. Au dîner, le père s'adressa à son cadet et lui dit « Puisque ton frère est un poltron, demain, c'est toi qui iras couper du bois. » « Oh ben non, répondit le cadet, c'est que ça m'arrange pas, mes amis m'attendent au village, justement, demain, pour aller pêcher. »« Dans ce cas, répondit le père, encore plus en colère que la veille, va donc pêcher, et tant que tu y es, pêche-toi un toit et un dîner, car à ton retour, la porte sera fermée. » Le jeune homme, comme son aîné, se mit à maugréer, mais le lendemain, il partit dans la forêt. Il attendit que le soleil soit bien haut dans le ciel pour se mettre en chemin, et il choisit, comme son frère, une toute petite hache pour ne pas trop se fatiguer. Parvenu devant un sapin encore plus maigre que celui trouvé par son frère, il posa son sac, souleva sa hache et s'apprêta à cogner. Mais au moment où il allait porter le coup, le sol se mit à trembler et il fut secoué dans tous les sens. Surgissant d'entre les racines d'un très vieux conifère, apparut le troll. C'était le même qui avait effrayé son frère. « Qui es-tu, toi, qui ose t'aventurer dans ma forêt ?» hurlait-il, le fixant avec des yeux comme des soucoupes. « Si tu touches un de mes arbres, je te tue, je te découpe, je te fais bouillir et je te dévore. File et que je ne te revoie jamais. » Le fils cadet prit ses jambes à son cou et se sauva jusqu'à la maison, où il jura de ne plus jamais remettre les pieds dans la forêt. Le soir au dîner, le père soupira. « Hélas, puisque c'est ainsi, je n'ai pas d'autre choix. Demain, c'est moi qui retournerai couper du bois. » À ces mots, le petit dernier, Askeladden, qui se tenait devant la cheminée et jouait avec un bâton dans les cendres, dit à son père « Et pourquoi j'irai pas, moi? Après tout, c'est mon tour. » Sa mère le lui interdit. « Tu es encore beaucoup trop jeune et tu risquerais de te blesser. Nous attendrons encore quelques années. » Askeladden fit mine de se résigner et alla se coucher, car il savait bien que sa mère ne reviendrait pas sur sa décision, mais au fond de lui, il était bien décidé à prendre la suite de ses frères. À l'aube, sans faire de bruit, il se leva et marcha sur la pointe des pieds jusqu'au garde-manger. Il ne voulait pas partir le ventre vide, mais sa mère avait tout fermé à clé, et les victuailles étaient inaccessibles. Seul un petit morceau de fromage gris et tout sec se trouvait assez près pour qu'en tendant le doigt à travers le grillage, il puisse s'en saisir. Ce serait toujours mieux que rien. Il prit ensuite une bonne hache et se mit en chemin. La nature s'éveillait autour de lui. C'était ce moment de l'aurore où l'engourdissement de la nuit cède la place au réveil des parfums, des formes, des sons et des couleurs. Un vrai monde enchanté. Askeladden respirait l'air frais à plein poumon sur le chemin, quand soudain il entendit qu'on l'appelait. « Hé, psst !» Il s'arrêta, tendit l'oreille. Une voix reprit. « Hé, psst, Askeladden !» La voix semblait venir du fond du fossé. Askeladden se pencha et découvrit là, blotti dans la mousse, un petit oiseau qui le regardait. « Je me suis tordu l'aile et je peux plus voler, » lui dit ce dernier. « Aurais-tu la gentillesse de me la remettre en place ?» « Bien sûr, répondit Askeladden, et en un tournement, il remit l'aile à l'endroit. L'oiseau tout heureux volta puis revint vers Askeladden et lui dit « Je te remercie beaucoup, mais tu sais, j'ai passé toute la nuit au froid, et si tu acceptais de m'accueillir un moment dans ta poche, ça me permettrait de me réchauffer et de guérir tout à fait. » Askeladden n'y vit aucun inconvénient, mais il prit soin de mettre l'oiseau dans la poche où ne se trouvait pas son bout de fromage. C'était son seul déjeuner. Il allait en avoir besoin. Il chemina ainsi quelque temps, puis avisa un sapin qui lui sembla parfait pour commencer sa journée. Il posa son sac, souleva sa hache,
Mais au moment où il s'apprêtait à cogner, le sol se mit à trembler. Le ciel devint noir et une énorme voix résonna au-dessus de sa tête. L'ombre du troll venait de le recouvrir et celui-ci le regardait de ses yeux comme des soucoupes. « Qui es-tu, toi, qui oses t'aventurer dans ma forêt » hurla-t-il. « Si tu touches un de mes arbres, je te tue, je te découpe, je te fais bouillir et je te dévore. File et que je ne te revoie jamais » Askeladden le regarda par en dessous. Ce troll en effet était très grand, au moins aussi grand que le plus haut des sapins. Il portait une énorme tignasse faite de racines, de mousse et de branches entremêlées. Ses oreilles avaient l'air de 2 choux-fleurs géants. Derrière des sourcils épais comme des futaies, il plissa les yeux pour essayer de mieux voir ce qui se passait tout en bas. Askeladden plissa les yeux lui aussi et sans se démonter cria à son tour « Et toi, qui es-tu pour me hurler dans les oreilles ?» Le troll, qui ne s'attendait pas du tout à une telle réponse, hurla encore plus fort. « Je suis le maître de ces bois, avorton, et je t'ordonne de filer d'ici. Oust !»« Et moi, je t'ordonne de le prendre sur un autre ton, » lui répondit Askeladden. « Non mais en voilà des manières à rendre sourds les gens !» Le troll avait franchement du mal à en croire ses oreilles. Il mit sa main en visière devant ses yeux pour voir plus en détail ce que c'était que ce minuscule personnage tout en bas, sur le sol, qui lui tenait tête. « Sais-tu bien que je pourrais t'écraser, rien qu'avec mon pied ?» lui dit-il. Askeladden recula d'un pas et sortit de sa poche le bout de fromage qu'il avait amené. « Ah oui, tu menaces. Mais vois-tu ce caillou que je tiens dans la main ?» Le troll, de toute sa hauteur, dut faire un effort pour distinguer ce qu'il y avait dans la main d'Askeladden, et il vit en effet quelque chose qui ressemblait vaguement à un caillou. Askeladden reprit « Eh bien, si tu continues ainsi, je t'écrase comme j'écrase ce caillou !» En refermant la main d'un coup sec, il pulvérisa le morceau de fromage. Le troll sursauta. « Ça alors, mon gaillard! En voilà de la force dans la main d'un microbe aussi ridicule que toi. Tu me défies, n'est-ce pas ? Je vois ça. Eh bien, j'aime les défis. Tiens, je vais te proposer un pari qui te permettra peut-être de sauver ta vie puisque tu sembles si fort. Si tu gagnes, tu es libre. Si je gagne, je te mange. Comme tu es tout petit, je te laisse choisir ton pari. » Askeladden répondit « Je choisis le lancer de pierre. À toi l'honneur. » Le troll partit d'un énorme éclat de rire et se saisit d'un rocher de la taille d'une maison. Il le souleva au-dessus de sa tête et le lança de toutes ses forces au-dessus des montagnes. Le rocher s'envola et traversa l'espace sur une distance incroyable. Enfin, on l'entendit s'écraser très loin, à l'autre bout de la forêt. Le troll était assez fier de son coup et commençait déjà à se lécher les babines. Askeladden, lui, avait l'air déçu. « Pas mal, dit-il, mais bon, ton caillou a quand même fini par retomber. »« Ah oui, répondit le troll, comment veux-tu qu'il en soit autrement ?»« C'est juste que tu manques de force, reprit Askeladden d'un ton compatissant. Je me moque pas, remarque, mais avec moi, il serait pas retombé. »« Ah oui, hurla le troll, horriblement vexé, eh bien prouve-le !» Alors Askeladden sortit de sa poche l'oiseau qui avait eu le temps de bien se réchauffer et le lança dans le ciel. Le troll regarda ce qu'il pensait être une pierre volée dans l'air, mais celle-ci disparut sans qu'il la vît jamais retomber. « C'est bon, dit-il alors, tu as sauvé ta vie. J'avoue que tu m'as épaté. Et je trouve que tu as beaucoup de courage de m'affronter, pas comme tes frères. Ceux-là, ils m'ont bien fait rigoler. Pour te récompenser, je vais t'aider. Tu es venu ici pour abattre du bois. Eh bien, abattons. » Sur ces mots, le troll se mit à arracher sapin sur sapin, sans prendre une minute pour se reposer, ni même jeter un œil autour de lui, tant il voulait bien faire, si bien qu'en peu de temps, il y eut plus de bois à terre que n'en aurait pu couper Askeladden dans toute sa vie. Le troll était très content de lui et pensait qu'Askeladden avait participé pour moitié au travail accompli, tant il était persuadé de la force de ce dernier. « Ah, dit-il, nous avons bien travaillé, n'est-ce pas ? Du coup, j'ai un petit creux. Tiens, je t'invite à manger chez moi pour fêter cette bonne journée. »
manger chez le troll. Askeladden sursauta, car quand on est invité à dîner par un troll, en général, ça n'est pas autour d'une assiette qu'on se retrouve, mais dans l'assiette. Il n'avait aucune confiance dans le monstre et refusait de se faire dévorer. Mais comment faire pour lui échapper ? « Aide-moi à prendre un peu de petit bois, ça nous aidera à allumer le feu, » reprit le troll. Ce que le troll appelait du petit bois, c'était en réalité d'énormes troncs de sapin qu'Askeladden n'aurait même pas pu faire bouger d'un pouce. Mais le troll était toujours persuadé qu'Askeladden était aussi fort que lui. Askeladden réfléchit rapidement et eut l'idée d'un subterfuge. « C'est d'accord, dit-il, mais je ne connais pas le chemin pour aller chez toi. Alors, prends la branche par le devant sur ton épaule et guide-nous. Moi, je la retiendrai par derrière, et ainsi ce sera parfait. » Le troll trouva cette organisation pleine de bon sens et se saisit d'un tronc imposant qu'il jeta sur son épaule. D'un bond, Askeladden sauta à l'autre extrémité et se laissa promener sans faire le moindre effort. Le troll, évidemment, ne pouvait rien voir de ce qui se passait derrière lui, et même s'il avait voulu se retourner, le tronc aurait tourné avec lui. Askeladden put donc fort tranquillement profiter du paysage. Parvenu devant une haute montagne, le troll poussa la roche de son épaisse main velue restée libre, et la pierre s'ouvrit comme une porte. Il déposa le tronc et Askeladden sauta à terre, si bien que le troll ne s'aperçut de rien. « Merci de son aide, dit-il. À deux, le bois est vraiment plus léger. » Ils entrèrent dans la maison du troll. Il y avait là une table, plusieurs chaises, un lit, un fourneau. Tout était comme dans n'importe quelle maison, sauf que tout était d'une taille gigantesque. Au fond de la grotte, Askeladden vit un coffre qui scintillait, plein d'argent et de bijoux. Les trolls adorent tout ce qui brille, et c'est pourquoi ils amassent chez eux de véritables trésors. « Tiens, dit le troll, je vais allumer le feu pour faire chauffer l'eau. Rends-toi utile, va remplir le seau au puits. » Askeladden regarda dans la direction que lui indiquait le troll et vit un seau de la taille d'une vache. Jamais il ne serait capable de transporter un pareil engin. Il fallait vite trouver une ruse. « Tu ne parles quand même pas de ce minuscule dé à coudre, » répondit-il, « parce qu'avec ça, je vais devoir en faire des allers-retours. Attends, je vais plutôt ramener directement le puits. »« Malheureux !» s'écria le troll. « Tu n'y songes pas ? Et comment je vais faire, moi, après, pour avoir de l'eau si tu me prends mon puits ? Arrête de dire des bêtises et attends-moi ici, sagement. Je m'occupe de l'eau. » Une fois que le troll fut parti, Askeladden se mit à réfléchir. Cette histoire ne pouvait que mal finir. Le troll finirait tôt ou tard par découvrir qu'Askeladden le trompait, et alors il le dévorerait. Il fallait absolument trouver un moyen de se débarrasser de lui. Lorsque le troll revint, Askeladden lui dit « On est bien chez toi. Et je commence moi aussi à avoir faim. Au fait, puisque nous avons commencé la journée par un pari, nous pourrions la finir par un autre pari. Qu'en dis-tu » ? « Ma foi, c'est une bonne idée. Et sur quoi aimerais-tu me défier ?»« Eh bien, voyons, fit mine de s'interroger Askeladden. Si nous parions sur celui de nous deux qui mangera le plus de bouillie. » Le troll ne put s'empêcher d'être à nouveau secoué de son énorme rire. Il répondit « Que tu sois fort et que tu aies du courage, ça je l'admets, mais regarde-toi et regarde-moi, ce que tu pourrais avaler en une journée tiendrait tout juste dans ma grosse dent creuse tout au fond de ma bouche. Trouve un autre défi, celui-là est vraiment ridicule. »« Je vois, riposta Askeladden, tu as peur. Tu sais que tu vas perdre et tu cherches un moyen de te défiler, mais bon, c'est ton choix, si tu préfères déclarer forfait. » Le troll à nouveau s'emporta. « Mais pas du tout, lamentable cancre, la peur, moi, ah, peur, c'est ce qu'on va voir. Tu veux ton défi ? Eh bien, tu l'auras. » Et sur ces mots, il tourna le dos et s'activa au fourneau, brassant, remuant, mélangeant, jusqu'à ce que la bouillie soit bien épaisse, un bon vieux vermegolette. Il en fit des bassines et des bassines. On aurait pu, avec, nourrir tout un village pendant presque une année. Enfin, il se retourna et tonna. « C'est prêt, monsieur !» Askeladden monta sur la table et s'assit en face de son hôte. Il y avait donc, à un bout de la table, le troll assis sur son tabouret avec devant lui une assiette remplie de bons vermegolette, et de l'autre côté de la table, Askeladden, assis sur un billot de bois avec l'assiette qui lui arrivait à hauteur des yeux.
Il ne se démonta pas, et armé de sa minuscule cuillère, entama patiemment l'édifice culinaire. Le troll, quant à lui, engloutissait d'énormes bouchées, la tête penchée sur son écuelle. L'aventure dura un petit moment, mais rapidement Askeladden eut le ventre plein. Il profita alors d'un instant où le glouton avait le nez plongé dans sa bouillie pour faire discrètement pivoter son sac à dos sur le devant de son ventre. Il en ouvrit les lanières et fit semblant de se remettre à manger, prenant soin de verser ses bouchées dans le sac à chaque fois que le troll se penchait sur son écuelle. Au bout d'un moment, cependant, le sac fut rempli. Il fallut trouver une autre ruse. Il prit alors son couteau et ouvrit son sac à dos d'un bon coup de bas en haut, mais cette fois sans se cacher, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. La bouillie se déversa au sol et il put ainsi recommencer à remplir, cette fois indéfiniment, son sac de bouillie qui en réalité finissait sous la table. Le troll lui continuait de bâfrer sans faire attention à rien d'autre. Cela dura des heures et des heures, mais à la fin tout de même, le troll demanda pitié. « Je n'en peux plus, geignit-il. Si j'avale encore une bouchée, je vais exploser. Je ne sais pas comment tu fais, mais je préfère reconnaître ma défaite. C'est bon, tu as gagné. » « Comment ça gagner ?» l'interrompit Askeladden d'un air offusqué. « Mais on vient à peine de commencer, et moi je suis affamé. Si tu n'as plus de place, fais donc comme moi. Ouvre-toi un peu le ventre et ça ira bien mieux. »« Mais c'est dangereux !» s'écria le troll, « ça fait mal !»« Oh, le pauvre troll qui a peur d'avoir mal, se moqua Askeladden. Tu m'as bien vu quand je l'ai fait moi-même tout à l'heure. Bon, bien sûr, ça pique un peu, mais après ça, on se régale encore mieux. Enfin, faut juste être capable d'endurer une petite égratignure. Je comprends que tu recules. »« Ah oui, s'écria le troll, eh bien tu vas voir, petit garnement, si je ne suis pas capable de supporter une égratignure. » Et il dégaina son énorme couteau. D'un grand coup de bas en haut, il s'ouvrit le ventre, d'où s'échappèrent tous les animaux qu'il avait dévorés ces derniers jours dans la forêt. Il y avait là un élan, un coq de bruyère, une maman ours et son petit, un renne, toute une famille de renards, sans compter des canards, des oies et quantité de lemmings. Tout ce petit monde s'enfuit en galopant, et le troll tomba mort aux pieds d'Askeladden. Celui-ci sauta de la table sur le sol et courut jusqu'au coffre qui brillait au fond de la grotte. Il traîna l'énorme caisse remplie de bijoux, d'or et d'argent jusque chez lui. Avec le trésor qu'il avait pris au troll, personne dans la famille n'eut jamais plus besoin d'aller couper du bois dans la forêt. Le vieux père pardonna aux deux frères aînés et on organisa une grande fête à laquelle furent conviés tous les habitants du village et des fermes voisines. Le festin dura longtemps et on n'y mangea pas que de la bouillie. Et s'il n'est pas fini, c'est peut-être qu'il dure encore. Voilà. Voilà pour le conte norvégien. Et maintenant, on va voir arriver une déclinaison, donc environ entre 40 et 50 ans plus tard, de la même thématique, mais appliquée au personnage équivalent du monstre troll qui est le monstre Stallo, dans la culture Sami, à l'extrême nord donc de la Laponie. Il était une fois un géant cruel et méchant du nom de Stallo. Donc ce livre-là, il est paru chez les éditions Corentin, dans la collection Contes nordiques, la magnifique illustration qui est sur la première de couverture est un tableau de Jan Bauer. Donc ça, c'est aussi un magnifique illustrateur, ce Jan Bauer. Et vous la trouverez donc, je pense, dans toutes les librairies, sur les sites internet. Stallo et Koras. Il était une fois un géant cruel et méchant du nom de Stallo. Il vivait en lisière des neiges éternelles près du sommet du plus haut pic de la grande montagne, dans une grotte dont personne ne s'approchait. Ainsi, nul n'aurait osé pêcher dans le lac en contrebas sans avoir déposé auparavant sur la table de pierre, dressée par le géant sur les rives du lac, de la viande de renne ou du moins un gros fromage en guise d'offrande. Et là, cette pierre sur laquelle on met un fromage en guise d'offrande, ça reprend
des très vieilles traditions samis qui sont païennes. À chaque retour du printemps et de l'automne, les Samis devaient y sacrifier un renne entier pour conjurer le malheur qui les aurait sinon pourchassés tout le reste de l'année. Le géant aurait en effet donné libre cours à son plaisir de débusquer leur troupeau de rennes et aurait même envoyé des meutes de loups à leur poursuite. D'ailleurs, on murmurait que Stallo régnait sans conteste sur toutes les bêtes sauvages de la forêt. Quand il était courroucé, on entendait ses grondements et ses rugissements qui se faisaient écho à travers la montagne comme s'il jonglait avec les blocs de pierre pour manifester sa colère. Alors tous prenaient leurs jambes à leur cou pour lui échapper, tant ils avaient peur d'être dépecés et dévorés par lui. Évidemment, il s'agit du tonnerre, de l'orage. Dans ce temps-là, Kaoras, un jeune Sami à l'esprit vif et plein d'allant, vivait aussi dans cette contrée. Vous voyez, lui aussi malin comme Askeladon. De guerre lasse, il avait résolu de venir à bout de ce géant, aussi encombrant que détestable. Un jour, il décida d'aller pêcher au lac sans déposer la moindre offrande sur la table de pierre du Stallo, qui dévala aussitôt à grandes enjambées les pentes de la montagne. Certes, Kaoras aurait pu tenir à son aise dans la poche du géant gigantesque dont l'œil unique paraissait quasiment du même calibre que celui de la tête du garçon. « Va-t'en, hors d'ici !» rugit Stallo en menaçant Kaoras de ses énormes poings. Mais le garçon gardait son flegme et restait tranquillement assis au bord du lac tout en souriant au géant furieux. « Tout doux, petit père, dit-il. Je partirai dès que j'aurai pêché mon comptant de poisson. »« Déguerpis, sinon je te réduis en charpie !» hurla le géant. « Veux-tu vraiment me réduire en poussière, petit père ?» s'exclama Kaoras. « Ma parole, c'est pas gagné. » Et il rit de plus belle. Complètement ébahi, Stallo demanda à Kaoras s'il voulait se battre à poings nus avec lui. « Non, répondit Kaoras, je voudrais pas t'étouffer, mais pourquoi ne pas mesurer nos forces autrement ?» Stallo acquiesça avec enthousiasme et exhorta Kaoras à lui dire ce à quoi il pensait. « Voyons qui de nous deux pourra percer avec sa tête le plus grand trou dans ce sapin-là, dit Kaoras. « Tape là, dit Stallo, en prenant son élan. Et il se rua la tête la première sur le tronc devant lui, de sorte qu'une pluie de pommes de pin s'abattit sur lui. Mais le tronc resta intact. « Quelle poule mouillée tu es, petit père! Serais-tu vraiment incapable de défoncer l'écorce d'un seul coup de tête ?» demanda Kaoras. « Je vais essayer une seconde fois !» s'exclama le géant d'un air pitoyable, et il se jeta lourdement sur le sapin, qui trembla de toutes ses branches comme secoué par une tempête. Mais un seul petit bout d'écorce tomba à terre, tandis que le géant, lui, bel et bien assommé, était maintenant allongé par terre avec la tête tout ensanglantée. Comme il gisait là, Kaoras se dépêcha d'écorcer un autre sapin. Il y découpa un trou assez large pour y faire passer la tête, puis il replaça l'écorce par-dessus le trou comme si de rien n'était, après quoi il s'en retourna vers Stallo. Le géant se réveilla enfin, mais décidément il ne voulait plus du tout recommencer l'épreuve. « Quelle mauviette tu es, dit Kaoras. Regarde, laisse-moi te montrer comment faire, père Stallo. » Et Kaoras se précipita sur le tronc où il avait fait un trou et y enfonça la tête jusqu'aux oreilles. Alors Stallo prit peur et voulut retourner chez lui. « Oh, non, pas si vite, petit père Stallo, dit Kaoras, attends un peu. Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur le prix à payer pour la récompense. Comme tu as perdu le pari, c'est à toi de payer. »« Bon, d'accord, Kaoras. Tu peux pêcher à ta guise, répondit Stallo. « Oh, c'est loin de me convenir. Ne crois pas t'en tirer aussi facilement, dit Kaoras. Tu devras restituer aux Samis tous les fromages et toute la viande de renne que tu leur as pris chaque printemps et chaque automne. »« Mais ça fait trop longtemps que je les ai mangés. Alors tu devras les payer. Je n'ai jamais d'argent sur moi. Qu'à cela ne tienne, je vais t'accompagner chez toi. Vraiment, tu en serais capable. Et de quoi pourrais-je avoir peur? Certainement pas de toi, qui peux tout juste effriter l'écorce d'un sapin. » Sans voix, Stallo laissa Kaoras l'accompagner jusqu'à son antre. Là, sa femme servit des assortiments plantureux de viande, de poisson, dont Stallo engloutit des quantités volumineuses.
Kaoras n'en croyait pas ses yeux, car il n'avait jamais vu quiconque ingurgiter autant de nourriture. Quand le géant eut mangé tout son sou, il s'allongea pour dormir sans dire un mot sur ce qu'il devait au Sami. Comme Kaoras faisait mine lui aussi de ne songer qu'à faire une bonne sieste, la femme du géant lui montra un lit dans la chambre attenante. Une fois entré dans la pièce, Kaoras prit soin de refermer la porte derrière lui, car il se doutait que le géant comptait bien le tuer pendant la nuit pour éviter d'avoir à s'acquitter de la moindre de ses dettes envers les Samis. En quête d'une cachette, il prit un rondin de bouleau pour le placer dans le lit, sous les couvertures, puis il se glissa à son tour sous le sommier. Vers minuit, le géant entra dans la chambre avec une hache, s'approcha du lit à pas de loup, et donna de toutes ses forces un grand coup de hache sur le rondin, totalement persuadé que c'était Kaoras. Au matin, le garçon se leva et alla voir Stallo. À sa vue, l'œil borgne du géant s'écarquilla de stupéfaction. « As-tu passé une bonne nuit ?» demanda-t-il. « Plutôt bonne !» s'exclama Kaoras, « mais il doit y avoir des puces dans le lit, car j'en ai senti une me piquer pendant que je dormais. Bon, un petit coup, rien du tout, mais quand même. » Le géant échangea un regard convenu avec sa femme, et il se mit aussitôt à verser des pièces d'argent dans un grand sac pour Kaoras. « Sois assez aimable de porter pour moi ce sac jusqu'au lac, dit Kaoras, car je ne me sens pas encore tout à fait réveillé. Ensuite, nous dégagerons la table de pierre, et les Samis pourront venir pêcher quand bon leur semblera, sans avoir à te laisser la moindre offrande. Si tu refuses, je te lancerai un nouveau défi, dont les conséquences seront terribles pour toi. » Stallo croyait Kaoras tellement invincible qu'il n'osa pas même le contredire. Il lui promit solennellement de s'en aller de la grande montagne et de ne plus y revenir désormais. Et il tint parole. Nul ne le revit plus jamais dans ces parages. Et Kaoras, devenu riche et puissant, fut célèbre dans toute la Laponie pour avoir vaincu, par son ingéniosité, le terrible géant Stallo. Et voyez, à la fin de ce conte, on enlève les lieux de culte de l'ancienne religion et le Stallo disparaît. Et la place est maintenant nette pour cette nouvelle forme d'homme qui va arriver, incarnée par ce petit Kaoras, et derrière lui, toute la nouvelle perception du monde liée au catholicisme et au protestantisme. Voilà, donc nous terminerons l'année sur ce petit moment, et j'espère qu'il vous a plu. Pour moi, il était important parce que je suis très attaché aux contes populaires, aux grands conteurs, comme Andersen aussi. Et derrière ces traditions orales, il y a toujours l'histoire des hommes, les éléments politiques et la construction et la déconstruction des sociétés, qui est une question absolument passionnante. Et là, on a pu un petit peu l'aborder par le biais de ces deux contes. Je vous les représente. Donc, vous trouverez Stallo et Kaoras aux éditions Corentin. Si vous ne connaissez pas Jan Bauer, allez voir ce qu'il fait. C'est absolument splendide. C'est vraiment de très très belles illustrations. Et Askeladden et le pari contre le troll. Et si vous ne connaissez pas l'illustrateur Godot, allez également voir ce qu'il fait. Vous trouverez tout ça sur Internet. On est le 31 décembre. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent réveillon et on se retrouve l'année prochaine.